une femme nommée Clara, qui prétendait avoir travaillé pour le même programme avant de s'échapper. Sa voix était calme mais ferme lorsqu'elle m'a dit « Tu n'étais pas censé voir ces dossiers ». Je lui ai répondu que je m'en fichais. Je voulais que le monde le sache. Elle a soupiré en me tendant une tasse de café amer. « Tu crois que le monde va te croire? Il contrôle les médias, les archives, et même la mémoire des personnes impliquées. Tu ne peux pas les combattre seul. » Je l'ai fixé du regard, le poids de la vérité me serrant la poitrine. « Alors je ne me battrai pas seul, ai-je dit. Il doit y en avoir d'autres comme nous. » Elle m'a regardé un long moment, avant d'acquiescer. « Il y en a, mais ils ont tous disparu. » Cette nuit-là, tandis que j'écoutais la pluie claquer sur le toit, j'ouvris le lecteur que Vérac m'avait donné. À l'intérieur se trouvaient des fichiers chiffrés, uniquement numérotés. Le premier contenait des images de surveillance, moi entrant dans le complexe le jour où tout a commencé. Mais l'horodatage était erroné. Il indiquait mon entrée à 3h14 du matin, une heure à laquelle je savais que j'étais endormi. Puis un autre fichier, un enregistrement de ma voix autorisant une expérience que je n'avais jamais approuvée. Mon sang se glaça, il n'était pas seulement en train d'effacer ma vie, il la réécrivait. Je ne savais plus ce qui était réel. Étais-je le scientifique qui avait découvert la vérité? Ou le méchant qu'il créait pour l'enterrer? Debout près de la fenêtre fissurée, je contemplais les champs sombres qui s'étendaient au-delà de la maison. Quelque part, une machine était en marche, réécrivant des vies, des souvenirs et des identités, y compris la mienne. La tempête au dehors reflétait le chaos intérieur. Les mots de Clara résonnaient. « Tu ne peux pas les combattre seul. » Peut-être avait-elle raison, mais j'avais déjà tout perdu. Ma carrière, mon mentor, mon nom. Il ne leur restait plus rien à prendre. Et cela me rendait dangereuse. J'ai regardé la clé USB une dernière fois et me suis murmuré « Si je dois brûler le monde pour révéler la vérité, qu'il en soit ainsi. » Pendant des jours, je n'ai pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le corps sans vie du docteur Vérac gisant au sol et j'entendais son dernier mot résonner dans ma tête. « Courez ! Mais combien de temps pourrais-je continuer à courir avant qu'il ne me retrouve ?» Clara et moi avons erré de planque en planque, sous de faux noms et des identifiants volés, jusqu'à atteindre un bunker militaire abandonné quelque part près de la frontière suisse. L'endroit sentait la poussière et le vieux métal, mais il était suffisamment sûr pour ce que je prévoyais. J'avais enfin décrypté une partie du disque dur. Ce que j'ai trouvé n'était pas seulement des preuves, c'était une archive complète de vies humaines, réécrites par le programme. Des photos de soldats, de médecins, de politiciens, toutes modifiées par conditionnement neurochimique et reprogrammation forcée de la mémoire. Ce n'était plus une conspiration, c'était un fait. Et j'avais la preuve que des milliards de dollars étaient injectés dans une division secrète sous le nom de projet Résurgence, conçu pour éliminer la dissidence en remodelant l'esprit même de quiconque résistait. Je fixais l'écran, mon reflet se confondant avec les visages des victimes. « Ils ont bâti une nouvelle réalité », murmurai-je, et nous en étions les architectes. Clara posa sa main sur mon épaule. « Sébastien, si nous publions ceci, nous ne vivrons pas assez longtemps pour en voir le résultat. » Je souris amèrement. C'est peut-être là le but. Le plan était simple. Diffuser le tout via plusieurs serveurs cachés, dupliquer les données sur des réseaux cryptés et déclencher le téléchargement simultanément depuis différents emplacements, afin qu'aucune source ne puisse être bloquée. Mais en travaillant, quelque chose dans le comportement de Clara a commencé à me perturber. Elle évitait le contact visuel, chuchotait dans son téléphone la nuit, et un jour je l'ai surprise à fixer l'écran où mes fichiers personnels étaient ouverts. « Qui appelez-vous » ai-je demandé un soir. Elle s'est figée, le visage calme mais le regard perçant. « Je vérifie juste notre itinéraire. » a-t-elle dit. Je n'ai pas insisté, mais mon instinct me criait que quelque chose n'allait pas. J'avais appris à mes dépens. La confiance était l'illusion la plus dangereuse dans ce nouveau monde. 2 nuits plus tard, alors que le téléchargement des données approchait les 80%, un bourdonnement sourd remplit le bunker. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. La voix de Clara perça l'obscurité. « Sébastien, il faut y aller. »« Ils nous ont trouvés !» J'attrapai le disque dur et mon ordinateur portable, mais avant que je puisse bouger, la porte en acier s'ouvrit brusquement. Des hommes armés en uniforme noir firent irruption, leurs fusils étincelant sous la faible lumière des secours. Clara me saisit par le bras et me tira vers la sortie, mais l'un des soldats cria « Arrêtez-la !» La seconde suivante, un coup de feu retentit et incrédule, je vis Clara tomber au sol, les yeux écarquillés, la bouche tremblante.
mais elle ne saignait pas. À la place, un petit appareil lui était tombé des mains, un émetteur. Elle me regarda, les larmes aux yeux. « Je suis désolée, Sébastien, » murmura-t-elle. « Ils ont mon frère. Je n'avais pas le choix. » Mon cœur se brisa. J'avais envie de crier, mais je n'avais pas le temps. J'ai couru dans le tunnel, l'écho des bottes derrière moi. Les balles fendant l'air. J'atteignis un puits de maintenance et grimpai jusqu'à ce que mes mains saignent, émergeant dans la forêt, sous un ciel teinté d'éclairs. La pluie trempait mes vêtements, mais je ne m'arrêtai pas. Quelque part derrière moi, le bunker explosa. Un éclair suivi d'un rugissement qui fit trembler la terre. Le disque dur était encore dans ma poche, chaud de l'explosion. Je m'effondrais sous un arbre, toussant, riant, pleurant. Je ne savais plus lequel. Ma vie était partie. Mes alliés étaient morts, et la vérité me semblait plus lourde que jamais. Mais en vérifiant l'ordinateur portable, je vis quelque chose de miraculeux. Avant l'explosion, le téléchargement avait atteint 100%. Les fichiers étaient sortis. La vérité était libre. En 24 heures, le monde a commencé à s'effondrer. Les principaux médias ont tenté de démentir les fuites, les qualifiant de fausses, mais des journalistes indépendants du monde entier ont confirmé leur authenticité. Les images des expériences, les notes internes, les aveux, tout cela a inondé Internet. Les gouvernements ont nié, mais il était trop tard. Des manifestations ont éclaté de Paris à New York, de Sao Paulo à Séoul. Les gens exigèrent des réponses. Ils voulaient justice. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose que je croyais mort, l'espoir. Mais l'espoir a un prix. En quelques jours, je suis devenu l'homme le plus recherché de la planète. Mon nom a été diffusé comme terroriste, traître, criminel. Ce même monde que j'essayais de sauver me considérait désormais comme son ennemi. Les semaines passèrent, cachées parmi ceux qui croyaient encore à la vérité. Des groupes anonymes me protégeaient, me faisaient traverser les frontières et m'aidaient à parler par des canaux cryptés. J'ai publié une déclaration, la voix altérée mais mes mots clairs. Ils peuvent faire taire un homme, mais pas la vérité. Le système prospère grâce à l'obéissance, mais la liberté commence par la désobéissance. Ce message devint viral. Des millions de personnes le partagèrent. Et puis un événement inattendu se produisit. Des gens commencèrent à m'envoyer des vidéos, des témoignages et des preuves. La vérité se répandit comme une traînée de poudre. Incontrôlable, incontrôlable. Mais la liberté n'est jamais gratuite. Un matin, je me suis réveillé et j'ai découvert un message gravé sur le mur de la planque. Fin de partie. Mon estomac s'est glacé. Il se rapprochait à nouveau. J'ai regardé mon reflet dans le miroir fissuré et j'ai vu un fantôme. Les yeux creux, le visage mal rasé, l'épuisement gravé dans chaque ligne. Peut-être que c'est comme ça que ça finit, me suis-je dit. Mais je me suis alors souvenu des derniers mots de Clara, sa culpabilité, son humanité. J'ai compris que même dans la trahison, les gens étaient victimes de la même machine. C'est alors que j'ai pris ma décision finale. J'ai enregistré un message, non pas pour les gouvernements ni pour les scientifiques, mais pour le peuple. Je m'appelle Sébastien Lecomu. J'ai participé au projet Résurgence. J'ai contribué à créer le système qui vous contrôlait, mais j'ai aussi contribué à le détruire. Ne les laissez pas le reconstruire. Si vous entendez cela, c'est que vous êtes la résistance maintenant. Ce message fut mon dernier acte. Je l'ai téléchargé à l'aube, sachant qu'il le retrouverait en quelques minutes. Je suis sorti dans la faible lumière perçant la brume, et pour la première fois depuis des années, je me suis senti libre. Peut-être me trouverait-il, peut-être l'avait-il déjà fait, mais cela n'avait plus d'importance. Car la vérité, une fois dite, ne meurt jamais. Elle attend. Et si vous regardez ceci maintenant, demandez-vous, que risqueriez-vous pour vivre libre? Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez, car votre voix compte plus que jamais. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette histoire, non pas pour moi, mais pour la vérité, qui se bat encore pour être entendue. Dr. Carter, stop digging. The connection dropped. Her assistant, Lieutenant Brooks, looked up from the table. "Ma'am, what was that?" Evelyn forced a smile. "Probably interference." But her hand trembled as she set the phone down. The words from the letter echoed in her mind. Don't trust him. Because sometimes the voice warning you isn't from the past. It's from the ones who still don't want the truth out. Evelyn dove back into the archives, searching through encrypted files pulled from the Pentagon database. She wasn't supposed to have access. But after what she'd found, rules meant nothing. Hours later, she located a folder marked Operation Glasswalker Classified, 1950-1951.
Inside were only 2 documents. The first was a roster. The second, a photo identical to Reed's, except this one wasn't blacked out. The 2 hidden faces were now visible. One belonged to a communications officer named Captain William M. Carter. Evelyn's blood ran cold. Carter, her grandfather. She stared at the image, heart pounding. No, this can't be real. Because sometimes the ghosts you chase are your own. According to the report, Operation Glasswalker was a top-secret psychological warfare mission. The goal: infiltrate North Korean radio networks, spread false intel, and test troop loyalty under stress. Sergeant Hale was not the enemy. He was the experiment. He'd been planted inside Bravo Company to transmit false orders and record how quickly soldiers would obey them without question. But the mission went wrong. Hale stopped reporting. Command lost contact. Then the entire unit disappeared. Reed's final note made sense now. Don't trust him. He'd realized too late that his unit was being used as bait. Evelyn whispered, "They sacrificed them." To test a signal? Because in war, truth isn't the first casualty. It's the most valuable weapon. The tent flap opened suddenly, letting in a gust of cold air. A man stepped inside, tall in a black parka, U.S. insignia on his shoulder. "Dr. Carter?" His voice was calm. "I'm Major Whitmore. Intelligence Division." Evelyn straightened. "Division? There's no intel base registered within 50 miles. He smiled. "There is now." Brooks looked uneasy. "Sir, we didn't request—" Whitmore cut him off. "I'm aware of what you found. The letter. The photo. The transmission." Evelyn crossed her arms. "Then you know it changes everything." He nodded slowly. "That's exactly why we can't let it go public." She froze. "Excuse me?" Whitmore stepped closer, lowering his voice. "Dr. Carter, some ghosts need to stay buried. The experiment you uncovered, it didn't end in 1950. Because when history repeats itself, it's not always an accident. Sometimes it's protocol." That night, Evelyn sat in her tent, the wind outside cutting through the valley like a blade. Whitmore's warning echoed in her head. She opened her laptop again. The folder still glowed on her screen. Operation Glasswalker. Her cursor hovered over the upload button. If she sent it, the world would know. If she didn't, the truth would vanish like the men at Chosin. She whispered to herself, "They deserve to be remembered." She clicked upload. Progress bar. 5%. 12%. 26%. Then darkness. The generator died. Because the moment you reveal the truth, the world decides how badly it wants it hidden. December 1950. Snow. Silence. Then the sky erupted. Reed and the remaining soldiers of Bravo Company fired blindly into the storm as Hale's voice crackled over the radio. "Bravo, this is command. Hold your position. Reinforcements inbound." But there were no reinforcements. Reed knew it. He'd seen the real coordinates scribbled in Hale's notebook. The retreat route led straight into enemy territory. Hale wasn't calling command. He was pretending to be command. Reed turned, pistol raised. "You lied to us." Hale met his gaze, almost sad. "Orders, Private. Someone had to test loyalty. You were the test." Then the gunfire came, not from the enemy, but from inside the camp. When it was over, Reed lay bleeding beside the radio, his hand clutching the half-written letter. Hale lay dead a few feet away, and the radio still whispered orders into the dark. Because sometimes the war isn't about who you fight. It's about who's controlling the signal. The base lights flickered back on. Evelyn's laptop rebooted, the upload frozen at 82%. Brooks rushed in, breathless. "Ma'am, Whitmore's gone. Here's Jeep. It's headed toward the ridge." Evelyn stared at the screen. 83%, 84%, 85%. Then the file vanished. Deleted remotely. Her screen went black, and then her phone rang, unknown number. She hesitated, then answered. A calm voice spoke. "You did well, Doctor. But your grandfather's work must remain classified." Her throat tightened. "Who is this?" The line crackled. Operation Glasswalker never ended. Click silence. Because once you uncover a secret war, you realize you were part of it all along. Evelyn stepped outside into the blizzard, the wind tearing at her coat. Down the valley she saw headlights, Whitmore's Jeep, disappearing into the snow. In her hand, she still clutched the original letter, frozen stiff but intact.
She looked up at the stormy sky and whispered, "I won't stop, Grandpa. I'll finish what they started." From somewhere far away, the radio in the command tent crackled back to life. "Bravo. This is command. Hold your position." Evelyn froze. The voice was Hale's, faint, decayed, but unmistakable. The storm had passed by morning. Evelyn stood at the edge of the valley, snow crunching under her boots, the letter in her gloved hand. The sun was rising, pale, cold, indifferent. Behind her, the recovery team packed up the tents. Operation Glasswalker would never appear in any official report. Not now. She unfolded the letter one last time, tracing Thomas Reed's faded handwriting. Don't trust him. Those 3 words had survived war, time and silence, a warning that still lived. And somewhere beneath the snow, the radio whispered again, faint but clear, "Bravo. This is command. Hold your position." Evelyn's breath caught. That frequency had been dead for 70 years. Because some orders never end to us, even when the war does. She turned back toward the base. Lieutenant Brooks jogged up behind her, his face pale. "Ma'am, Washington just radioed. They're shutting us down. All research, all archives, effective immediately." Evelyn didn't answer. She slid the letter into her coat pocket. Brooks frowned. "What do we do?" She looked out over the valley, where the wind whispered through the ruins of the bunker. "We keep the story alive," she said softly. "Even if they erase it from the files, they can't erase the truth." She paused, voice trembling. "Reed didn't die for nothing. Neither did my grandfather." Brooks nodded slowly. "So we tell it?" Evelyn met his eyes. "We tell everything. Because when truth is buried under ice, someone has to dig it back out." That night, long after the others slept, Evelyn returned to the tent. She connected the old field radio to her laptop, tuning to the frequency marked Glasswalker static. Then a pulse, a voice, faint, distant, male. "Dr. Carter, if you hear this, we're still here." Evelyn's heart pounded. It wasn't Hale's voice this time. It was Reed's. The radio clicked off by itself, leaving only silence. She smiled through the tears. Message received. Then she powered up her recorder and began to speak. "This is Dr. Evelyn Carter, continuing the field journal of Private Thomas Reed. The following account is for those who were lost and for those who were erased. The truth will not vanish again." And somewhere deep beneath the frozen earth, the signal kept transmitting, faint, eternal, unbroken. Because some wars never end, they just change frequency. If this story moved you, don't let it vanish like the letter did. Subscribe to the Soldier's Journal for more untold Korean War stories. Like this video to honor those whose voices were silenced. Comment below. Would you risk everything to tell the truth? Because every secret deserves to be heard, no matter how long it's been buried.